quelques remarques que je vous propose ce matin relèvent de ce qu'on peut appeler de l'épistémologie juridique. Et j'ai intitulé mon propos « Ne pas être une chose et avoir dans le même temps le statut d'une chose ». Donc, je vais essayer de réfléchir un petit peu au statut du nouvel article, enfin de l'article introduit voici maintenant 6 ans dans le Code civil. Alors, en introduction, je commencerai par dire qu'on entend parfois des gens estimer qu'il faudrait donner aux animaux un statut juridique. Alors, probablement, sous-entendent-ils qu'il faudrait leur donner un statut approprié à leur nature d'être sensible, car en réalité, tout le monde le sait ici, bien entendu, les animaux ne sont pas dépourvus de statut dans le droit positif. Je voudrais montrer que plus que paradoxal, ce statut est contradictoire. Et donc, le paradoxe et la contradiction constitueront les deux premiers moments de mon exposé. Si le paradoxe, entendu dans son sens dans son premier sens, prend le contre-pied des idées reçues, conformément à son étymologie grecque para, contre et doxal opinion, et que de ce fait il étonne, la contradiction quant à elle, selon son étymologie latine, contre, désigne l'incompatibilité entre deux éléments. En l'occurrence, dans l'article modifiant en février 2015, que je citerai plus loin, nous avons affaire, selon moi, à une proposition qui s'autodétruit, puisque l'un des éléments de l'actuelle définition, donc, comme nous le savons, le législateur fait valoir une définition intrinsèque des animaux en s'appuyant sur la qualité d'être sensible, détruit l'autre. Vous y avez fait allusion, il est soumis au régime des choses. Alors, voilà ce que je propose d'examiner d'un peu plus près. Alors, premièrement, le paradoxe. Il y a donc peu, jusque donc en 2015, le Code civil, nous le savons, définissait les animaux comme des biens meubles, c'est-à-dire des choses pouvant se mouvoir par elles-mêmes ou par l'effet d'une force étrangère. Ce statut de bien ou de chose les rendait ipso facto appropriables et donc éventuellement destructibles. Ils étaient ici, de part en part, définis depuis un point de vue externe et utilitaire. En effet, dans cette définition, rien ne nous dit ce que sont en eux-mêmes les animaux. On nous dit simplement à quoi ils servent. Cette définition, donc, qui s'appuie sur un point de vue externe et utilitaire, nous dit qu'ils sont des biens, mais ne nous dit rien sur ce qu'ils sont en propre. En vérité, elle nous déclare, cette proposition, qu'ils sont pour un autre, destinés à l'usage d'un autre. Dire qu'ils sont des biens, c'est donc se borner à un point de vue hétéronome. La règle ou le principe vient d'autre chose que de soi. Ici, il s'agit de l'usage qu'en fait l'homme. Usage qui donc va les définir, mais aussi les agir de part en part. On pourrait opposer à cette approche hétéronome une approche et une définition prenant acte de l'autonomie, c'est-à-dire du fait que les animaux ont en eux-mêmes une fin propre, naturellement indépendante du regard utilitaire et des usages humains. Alors de même, peut-on penser à la définition de l'esclave dans le droit romain comme bien meuble, il était lui aussi donc défini comme bien meuble, cette définition ne tenant aucun compte de l'autonomie et de la fin propre de chaque individu pour ne la saisir que du point de vue de l'utilité qui lui est imposée. Et de fait, matériellement, le bien meuble ne devient plus que cela. Il n'y a ici, d'un point de vue de la cohérence interne, pas de contradiction dans cette définition qui se limite à l'usage qu'une société décide d'imposer à tel individu, tels individus, tel groupe d'individus. Elle sonne plutôt comme un paradoxe. Elle est en effet contraire à la représentation de l'opinion commune, du sens commun, et pas simplement, aussi de représentations plus élaborées, aussi bien s'agissant de l'esclave des êtres humains que s'agissant des animaux.
Il est bien sûr, pour un œil extérieur, déconcertant de constater que le législateur a ignoré que toute une tradition philosophique sur laquelle je ne m'arrêterai pas confère au mouvement spontané une dimension particulière dans l'histoire de la nature, puisque le mouvement spontané introduit dans la nature la liberté. Je songe ici en particulier aux travaux des phénoménologues. L'idée d'une existence individuée, d'un mouvement spatialisant, d'une liberté comportementale, d'un temps vécu, toutes ces dimensions étant bien évidemment intriquées les unes dans les autres, produit un mode d'être absolument singulier, qui est celui à la fois des êtres humains et des animaux. Vous vous rappeliez bien évidemment que l'être humain fait partie du règne animal. Je referme cette parenthèse. J'en viens maintenant je poursuis l'examen maintenant à la lumière de la notion de contradiction. Alors, que dit donc le nouvel article, si tant est qu'il faille le rappeler aux participants? Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, point, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. Fin de citation. Nous voilà face, me semble-t-il, à une contradiction. Les animaux sont aujourd'hui définis comme des êtres sensibles, mais leur statut de chose reste explicitement inchangé. La première partie de la proposition, qui définit les animaux d'un point de vue cette fois intrinsèque, c'est-à-dire par ce qu'ils sont en eux-mêmes, indépendamment de leurs usages sociaux et marchands, et par un critère qui, pour toute une tradition de pensée, oblige du point de vue moral, j'y reviendrai plus tard, mais elle est énoncée très clairement par Rousseau. Donc, cette première partie de la définition, qui s'appuie sur un point de vue intrinsèque et qui fait valoir un critère qui moralement oblige, c'est-à-dire la sensibilité, est finalement détruite par la seconde partie de la proposition. Ils sont soumis au régime des biens ou des choses, c'est-à-dire seront détournés de leur fin propre pour être le bien d'un autre, c'est-à-dire seront utilisés comme s'ils n'étaient pas des êtres sensibles. Et je viendrai à la question du comme si juste après. Il ne s'agit pas là d'une bizarrerie de la législation française, mais du reflet du caractère fictionnel qui caractérise le droit. Plusieurs législations européennes avant la France avaient clairement distingué les animaux des choses pour aussitôt préciser que ces derniers continueront à être traités comme s'ils étaient des choses. Parmi d'autres exemples, le Code autrichien, loi du 10 mars 1988, je cite, « Les animaux ne sont pas des choses, ils sont protégés par des lois particulières. Les lois comportant des dispositions sur les choses ne sont à appliquer aux animaux que quand il n'y a pas d'autres règlements. » Code suisse, 22 décembre 1999, je cite, « Les animaux ne sont pas des choses, sauf dispositions contraires, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. » Donc on voit là qu'il y a véritablement un raisonnement, une façon de penser qui est particulière au droit. Alors là, ce que j'appellerais la raison se rebelle en constatant que le droit positif bafoue en quelque sorte le principe de non-contradiction énoncé par Aristote, selon lequel il est impossible de poser dans le même temps, de poser ensemble A et non-A à l'intérieur d'une même proposition. Or, définir les animaux comme des choses, définir les animaux comme des êtres sensibles et en même temps dire qu'ils seront traités comme s'ils n'étaient pas des êtres sensibles, bafoue ce principe de non-contradiction. Définir les animaux comme des choses ou des biens et les traiter comme tels est évidemment le fruit d'une décision et non pas le fruit d'une quelconque ignorance de ce que sont les animaux en vérité, puisqu'évidemment, personne n'a jamais pris les animaux pour des choses, et bien entendu, Descartes y compris. Définir les animaux par leur sensibilité afin de les distinguer des biens ou des choses et continuer de les soumettre à leur régime
est une contradiction qui énonce le mal qu'elle fait et qui l'entérine. Et ça me semble un point très important. J'en viens maintenant à une autre notion évoquée, c'est la notion de comme si. Ainsi que l'ont noté plusieurs juristes, philosophes du droit, exégètes du droit, la scène du droit n'a pas grand-chose à voir avec la scène de la nature. Le droit est la création d'un champ autonome qui rompt notamment avec les exigences philosophiques. Il produit et se nourrit de fiction. Il est, comme l'écrit Bernard Edelman dans son livre « Quand les juristes inventent le réel, la fabulation juridique », paru en 2007. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Le droit est donc l'espace du « comme si ». Fin de citation. En effet, faisons comme si les animaux étaient des choses. Mais il ne s'agit pas ici d'un jeu de langage. La fiction juridique n'est pas rhétorique. Elle se mue en réalité. Ce qu'énonce le droit positif est performatrice. L'énonciation entraîne ipso facto l'action. Lorsque une autre juriste, Marie-Angèle Hermite, écrit que le droit est un autre monde, elle inscrit à son tour le droit dans le régime qui est le sien, c'est-à-dire la duplication fictionnelle. Je cite, « Le droit n'a pas l'ambition de la réalité, encore moins de la vérité. Il réinvente un autre monde, phénomène paradoxal pour une instance qui organise concrètement le monde. » Fin de citation. C'est ainsi que des objets du monde réel deviennent proprement méconnaissables dans le droit. Changeant en effet de catégorie au gré des usages auxquels ils sont soumis, ils sont des doubles fantomatiques dont l'animal, entre guillemets, pour parler des animaux, constitue un cas particulièrement remarquable. Alors, penchons-nous de plus près sur la nature et la fonction de la fiction. Selon le philosophe allemand Hans Weininger, auteur d'un livre qui fut très important à l'époque, 1911, La philosophie du comme si, et qui ne fut que très récemment traduit en français. En fait, c'était sa thèse de doctorat, et dans ce livre, La philosophie du comme si, Weininger explore toutes les ressources de l'esprit, dont le comme si, la fiction comme si. Il l'a décrit comme une invention intentionnelle et consciente. Sa forme linguistique retient l'attention. Je cite Weininger, « Dans la proposition conditionnelle introduite par le si, on pose quelque chose d'irréel ou d'impossible, dont on infère néanmoins telle ou telle conséquence. Irréel ou impossible, la supposition est néanmoins maintenue sur le plan formel. Elle est considérée comme une construction grâce à laquelle on peut subsumer et déduire quelque chose. » Fin de citation. Weininger distingue l'hypothèse de la fiction. Alors que l'hypothèse veut, je le cite, exprimer adéquatement une réalité encore inconnue et restituer correctement cette réalité objective, la fiction est utilisée, je cite à nouveau, avec la pleine conscience qu'elle est un mode de construction inadéquat, subjectif, imagé, dont la coïncidence avec la réalité est d'emblée exclue et qui, par conséquent, ne peut recevoir, après coup, la vérification qu'espère l'hypothèse. Son idée ici, c'est que lorsque je fais une hypothèse, c'est parce qu'il nous manque des éléments de connaissance et que lorsque nous posséderons ces éléments de connaissance, nous pourrons passer de l'hypothèse à la thèse vérifiée. Tandis que la fiction du comme si, nous savons que nous utilisons une construction inadéquate, imagée, dont la coïncidence avec la réalité est d'emblée exclue et qui ne pourra pas recevoir la vérification attendue par l'hypothèse. Cette distinction est très importante et je crois très intéressante pour comprendre l'esprit de ce texte. Alors que l'assimilation de l'animal à une chose devrait être ou pourrait être une hypothèse,
que, le cas échéant, la connaissance infirmerait, elle est en réalité une pure fiction. Car en effet, le législateur aurait pu ranger les animaux parmi les choses, faute de savoir qu'ils ne sont pas les choses. Et le moment venu, lorsqu'il aurait découvert que les animaux ne sont pas des choses, et bien à ce moment-là, modifier évidemment son statut. En réalité, l'assimilation, ou là, le régime de l'animal à la chose, est une pure fiction qui est consciemment maintenue malgré les connaissances qu'il infirme chaque jour un peu plus et qui devrait en principe, du point de vue rationnel, conduire à son abandon. Car tout le monde, y compris le législateur, sait que les animaux ne sont pas des choses. En réfléchissant du reste aux usages fictionnels, en ce début du XXe siècle, Weinger explore les ressources de l'esprit, comme je l'ai dit. Il ne vante pas les mérites de la fiction à tout prix. Il estime au contraire qu'elle est une figure à laquelle on recourt faute de mieux et qu'elle doit disparaître lorsque paraît la connaissance. Je le cite, « L'emploi de la fiction dans la pratique juridique peut être utile et bénéfique, mais également conduire aux pires injustices. Par exemple, toutes les femmes sont traitées juridiquement comme si elles étaient mineures. » Fin de citation. Alors, il ne donne pas l'exemple des animaux, mais il donne cet exemple. Et on voit qu'il est clairement transposable aux animaux qui sont traités comme s'ils étaient des choses. Alors, personne ou chose, puisque au fond, le droit ne nous laisse pas grande marge de manœuvre. Si l'on se soucie du fondement des décisions prises par le législateur, on s'interroge bien évidemment sur la toute-puissance du droit qui fait plier le réel et qui contraint certaines de ses parties, certains de ses objets, certains de ses sujets à entrer dans les catégories qui les brisent. Le cas des animaux est à cet égard exemplaire. Soumis au régime des choses, ils deviennent dans le monde réel des choses et plus précisément des biens consomptibles, c'est-à-dire dont l'usage implique la destruction. Évidemment, par excellence, les animaux destinés à la consommation humaine. Loin d'avoir émancipé les animaux de certains usages violents ou létaux, les progrès scientifiques et techniques ont au contraire intensifié, diversifié et décuplé ces usages. La lecture de la législation portant sur les animaux pousse à un constat troublant, qui est le suivant. À l'évidence, nous préférons les animaux morts plutôt que vivants. En effet, les réglementations encadrent et légalisent la mise à mort de millions, de milliards d'animaux dans les abattoirs, les laboratoires, les campagnes, les forêts et bien sûr dans les eaux, EAUX. Pourquoi tenons-nous tant à notre droit de tuer les animaux ? Qu'est-ce qui se joue dans cette répétition indéfinie et qui s'amplifie ? Ces questions, nous les laisserons bien évidemment ici en suspens. Nonobstant, le législateur définit les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais il va plus loin dans d'autres textes. Il affirme qu'ils sont sujets d'une vie de conscience, on ne trouve pas cette formulation, mais la directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rappelle que les animaux ressentent la douleur, la souffrance, le dommage durable et l'angoisse. Bien évidemment, cette mention de l'angoisse est tellement reliée à la philosophie existentielle que l'on voit là combien le législateur est allé loin dans la reconnaissance d'une vie psychique complexe des animaux. Les paragraphes 6, 8, 9, 13, 15, 22 à 24, 26, 29, puis les articles 6, 9, 13, 14 à 17, 22, 24, 33, 38, 55, ainsi que toutes les annexes de ce texte mentionnent au moins l'une de ces dispositions psychobiologiques. La directive pose en outre que les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Paragraphe 12. Selon une solide tradition philosophique, la sensibilité constitue le critère nécessaire et suffisant à la reconnaissance de droits forts. La sensibilité oblige, elle est ce que la philosophie nomme un critère moralement pertinent. On ne peut évidemment à cet égard ne pas mentionner Rousseau dans la préface au deuxième discours. Il semble, écrit-il, que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme,
doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraitée inutilement par l'autre. » Fin de citation, donc 1755. Pourtant, la perspective d'inclure les animaux dans le cercle des personnes suscite souvent une réticence, probablement parce que le langage courant assimile personne et être humain. Cependant, l'histoire de la notion de personne nous apprend que les entités qu'elle désigne sont aussi multiples que diverses. Certaines définitions de la personne sont de nature psychologique, par exemple le sentiment d'une identité qui persiste au fil des expériences. D'un autre côté, la théologie chrétienne parle de Dieu en 3 personnes. D'un autre côté encore, pour le christianisme, mais comme pour l'humanisme métaphysique, laïque, on pourrait dire, l'être humain et lui seul jouit de l'éminente dignité de la personne. Pour les kantiens, en revanche, l'être humain et la personne ne coïncident pas. Selon l'un d'entre eux, Hugo Tristram Engelhardt, contemporain, les êtres humains qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus des personnes, qui ne sont pas ou plus des agents moraux, des individus autonomes, conscients d'être les auteurs de leurs actes, sont certes, je le cite, des membres de l'espèce humaine, mais ils n'ont pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, de statut au sein de la communauté morale. Fin de citation. Ainsi est-ce sur la base de l'utilité sociale, explique-t-il, que l'on traitera ces individus, je cite, comme s'ils étaient des personnes. Se dessine alors une définition prescriptive de la personne. On va décrire un individu, décrire les qualités, les traits, les capacités d'un individu, mais on va déclarer que tel ou tel individu est une personne. En réalité, le droit décide à ce moment-là de lui attribuer une valeur morale qui impose de le traiter comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Nous l'avons évoqué, le droit romain classait les esclaves parmi les biens, tout en sachant qu'ils étaient en vérité des hommes identiques à ceux qui étaient rangés parmi les personnes. La qualité de personne, qu'elle soit offerte ou refusée, n'a finalement pas grand-chose à faire des critères de validation. En effet, le législateur peut déclarer qu'un homme est un bien ou déclarer qu'un embryon est une personne. L'octroi de la qualité de personne ne répond pas d'abord à un ensemble de critères positifs descriptifs. Mais le souci philosophique du fondement conduit à ancrer la prescription des droits fondamentaux dans la sensibilité. Aujourd'hui, peut-être, le concept est-il plus raffiné par la notion de sentience que nous pouvons maintenant utiliser puisqu'il est entré dans la langue française, dans la langue française, même si c'est un anglicisme. Les individus aux qualités et attributs profondément différents peuvent être des personnes, dès lors que ce que l'on prend en compte, c'est le mal qui peut leur être fait, douleur, souffrance, angoisse, si bien évoqué par le législateur. Quelques remarques rapides pour clore cet exposé. Ces dernières années, des tribunaux ont accordé à certains animaux, dont les dauphins, qui ne ressemblent pourtant pas aux humains, le statut de personnes non humaines et de sujets de droit. Ce que nous savons des animaux ne nous y invite-t-il pas? Des éthologues, au vu du caractère fondamentalement individué des animaux, mais aussi au vu de la complexité de leur comportement, de leurs affects, utilisent désormais la notion de personne animale. En somme, que l'on se tourne vers la démarche fondatrice propre au courant du droit naturel, qui est celui auquel se réfère du reste Rousseau, fonder le droit sur la nature des choses, ou vers celle, ou que l'on se tourne vers la démarche inverse propre au positivisme du juridique, pour lequel le droit n'est rien d'autre que ce que l'on décide, eh bien, que l'on se tourne donc vers l'un ou l'autre de ces courants radicalement opposés, la tâche du défenseur des droits des animaux me semble doublement justifiée, ou semble doublement justifiée. Car d'un côté, le droit positif reconnaît explicitement les critères qui fondent les droits, sensibilité, douleur, souffrance, angoisse, et de l'autre, il édicte des règles qui piétinent radicalement les intérêts des animaux, des règles donc qui sont en totale contradiction avec les définitions qu'il a par ailleurs posées. Être sensible, ressentir la douleur, la souffrance et l'angoisse, et dans le même temps être implacablement soumis au pire des traitements,
Voilà, espérons-le, ce qui ne saurait être trop longtemps toléré. Je vous remercie de votre attention.